Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis maintenant quelques années, la transidentité est devenue un sujet dont on parle, qui intéresse. Sur les réseaux sociaux, des voix se font entendre, sensibilisent, informent. Mais dans le reste de la société, dans le monde du travail, dans le discours politique, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les personnes trans soient complètement acceptées. On assiste même à une offensive anti-trans. Un livre fait polémique depuis quelques semaines, Transmania, de Dora Muto et Marguerite Stern. Des militantes sympathisantes d'extrême droite promettent dans ce livre de nous raconter, de points les guillemets, l'histoire d'un des plus gros cases conceptuels du siècle. L'idéologie transgenre est en train de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société. Derrière les paillettes se trouve un projet politique néfaste qui s'apprête à bouleverser notre rapport au réel. Et oui, rien que ça. La mairie de Paris a demandé à ce que les affiches faisant la promotion de ce livre soient retirées de panneaux publicitaires. On parle de tout ça, et même plus, avec Lexi, créatrice du compte Instagram Aggressively Trans et autrice du livre Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités. Bonjour Lexi. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Je le disais, donc on assiste à une offensive trans de la part donc, de certains élus. Il y a eu notamment un projet de loi au Sénat des Républicains visant à interdire la transition chez les mineurs. Est-ce que tu es d'accord avec cette offensive, enfin pas, avec le fait qu'on parle d'une offensive trans? Oui, je crois qu'on peut parler d'une offensive dans la mesure où des efforts déjà anciens de diminuer l'accès à de nouveaux droits de la communauté trans s'accélèrent et se concentrent depuis effectivement quelques semaines, quelques mois. Tu as mentionné l'initiative de la sénatrice Eustache-Brinio avec un projet de loi qui vise entre autres à interdire les transitions médicales principalement, mais implicitement aussi sociales aux mineurs trans. Avant ça, il faut bien voir que plus anciennement, on avait aussi eu, un peu avant les confinements, l'interdiction d'accès à la PMA pour les personnes trans spécifiquement. Il y a aussi eu le refus de mettre un terme aux mutilations sur les nouveau-nés intersexes, qui est complètement dans une continuité des questions de droit trans. Et il y a une interdiction qui est passée, certes, des thérapies de conversion, qui sont des tortures, mais avec plusieurs élus qui ont quand même verbalisé le fait de vouloir en exclure les personnes trans, pouvoir continuer ces processus sur les personnes trans. Donc, on a effectivement une accélération. Par ailleurs, rien n'est très nouveau. Le modèle de ces offensives et de ces initiatives transphobes, il est américain. D'accord. Et dans le projet de loi, il y a un article apparemment qui beaucoup d'articles peuvent poser question, mais il y en a un particulièrement, l'article 3, qui prévoit donc, tu en parlais, de mettre en place une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie avec comme objectif que tout enfant et adolescent bénéficie de moyens lui permettant de retrouver un état de bien-être psychique et des soins psychologiques nécessaires. Est-ce que justement, on ne serait pas dans une réapparition, en tout cas, des thérapies de conversion ? D'une certaine façon, on est en tout cas dans la réaffirmation de protocoles psychiatriques et pathologisants. La transidentité n'est officiellement plus une maladie mentale d'après l'OMC et la France. En France, depuis 2017, l'OMC 2019 ou 2020. Ça n'est plus une maladie mentale. Néanmoins, dans l'inconscient collectif, il y a encore beaucoup de théories qui associent ces deux idées. Et cette volonté de réaffirmer des protocoles, elle est en lien avec des théories défendues notamment par un collectif qui s'appelle La Petite Sirène, qui regroupe des spécialistes de santé, qui affirme qu'être trans n'est pas une réalité en soi, mais le dérivé de maladies mentales, par exemple la schizophrénie, des troubles alimentaires, l'autisme, et que de fait, il est nécessaire de prendre en charge ces premiers troubles psychiatriquement pour ensuite effacer ce qui est de l'ordre d'une manifestation de troubles dans le genre, qui en fait un dérivé de maladie mentale. Ce groupe a par ailleurs été reçu lors du groupe de travail sénatorial qui a amené à ce projet de loi. Et alors qu'aucune voix d'association trans, de personnes trans, elles n'ont été en fait écoutées, on est vraiment dans du lobbyisme. Et en parlant de voix qui ne sont pas écoutées, il y a des voix qu'on entend un peu plus actuellement, c'est notamment les autrices du livre Transmania, donc un livre aux propos transphobes. En tout cas, il y a l'association SOS Homophobie qui a décidé Absolument. de porter plainte contre les autrices de ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez du livre et de cette plainte ? J'en pense que le livre est terrifiant.
On est face à un brûlot de théories du complot, de volonté de diabolisation d'une communauté, d'une minorité qui subit déjà, comme tu le mentionnais en introduction, des discriminations dans le monde du travail, dans les relations interpersonnelles, dans le monde médical. La volonté, elle est très claire. Je pense néanmoins que si on devait se satisfaire de quelque chose, c'est que le livre fait de très mauvaise performance et que beaucoup de médias ont commencé à décrypter les faits. Il y a énormément de fausses informations dans ce livre. Donc le fait qu'il puisse être publié est en soi effrayant. Il est quand même publié dans une maison d'édition particulièrement en marge, celle qui a notamment édité Papacito. Oui. Ici encore, le glissement de terrain de la transphobie et disons, le regroupement idéologique de la transphobie et de l'extrême droite est clair. Oui, effectivement. Et notamment dans le livre, parmi les fausses informations, en tout cas, je les ai entendues en interview, les autrices disent que tout est remboursé par la Sécu. Si seulement. D'accord. Si seulement. Une transition médicale coûte cher. Une transition sociale, elle, ne coûte rien. Ce sont des protocoles administratifs. Donc, il y a déjà une volonté de confondre le grand public qui, parce que c'est un sujet encore neuf, n'a pas accès à une information concrète, claire. Il y a une volonté de confondre le grand public déjà en amalgamant tout. Une transition, c'est des protocoles administratifs, des changements personnels, de garde-robe et effectivement du médical. Le médical comprend énormément de processus. Il y a de la chirurgie correctrice et esthétique, la prise hormonale, des chirurgies génitales qui souvent concentrent l'imaginaire, mais en fait, c'est beaucoup de choses. Et si on s'intéresse par exemple aux différentes prises hormonales, il existe des gels concentrés en hormones, des injections, des traitements en pilules. Et selon la méthode, selon le produit, les remboursements varient. Donc, comme c'est un sujet qui est relativement nouveau et qui a énormément de détails à prendre en compte, c'est beaucoup plus simple d'aller vers la théorie qui fait peur, la théorie qui présente les personnes trans comme la menace sociale. Et c'est aussi ce que font nos responsables politiques. Lors de la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit qu'il était défavorable au fait qu'on aborde les questions LGBT à l'école. Éric Zemmour nous avait comparé à des expériences nazies, avec tout ce background médical qui sert à étayer ce propos et à lui donner une forme de crédibilité. Et Valérie Pécresse avait elle aussi dit qu'il fallait préserver les enfants face à une menace grandissante. Donc effectivement, et notamment les enfants, on en revient toujours à ça, et souvent à ça, effectivement, pour faire peur, c'est souvent l'argument utilisé. Et on parle aussi des bloqueurs de puberté. Oui. Parce que les autrices du livre disent que c'est pas forcément réversible. Alors que d'après... Ce qui est faux. Et d'ailleurs, dans une récente interview, Marguerite Stern était revenue sur cette idée en disant qu'effectivement, certaines choses l'étaient. Ce qui prouve qu'il y a certainement une conscience que la fausse information ne paye pas. Les bloqueurs de puberté, on a en fait presque 50 ans de recul médical sur eux, et pas dans le cadre de transition pour des enfants trans, mais dans leur prescription pour des enfants cisgenres, non trans. D'accord. Excuse-moi de te couper. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Un bloqueur de puberté, c'est un médicament qui va venir mettre en pause les effets d'une puberté, et on les prescrit d'abord, et ils ont été conçus pour permettre de suspendre des pubertés très précoces ou des effets de puberté qu'on va considérer comme trop intenses, dans le cas de pilosité, dans le cas aussi d'une croissance trop grande. Quand on les prescrit à des enfants cisgenres, on ne demande pas le consentement de ces enfants. Ils sont prescrits avec la conscience qu'il n'y a pas de danger spécifique et que leur effet va être réversible au moment où on décide que la puberté peut reprendre son cours. Il y a vraiment une déformation de ce que sont ces médicaments, spécifiquement dans le cadre de personnes trans, ce qui montre que il y a une vraie manipulation de l'information sur les questions médicales, il y a une instrumentalisation du droit des enfants et de la liberté des enfants, puisque dans un cas, il n'y a aucun souci, dans l'autre, il faut absolument les en protéger. Mais en plus de ça, que derrière, c'est spécifiquement l'existence même de personnes trans et de transition qui dérange. Parce que l'idée, c'est de le retarder le plus possible, mais pas juste ces bloqueurs de puberté. Dans les recommandations et dans le rapport sénatorial déposé le mois dernier, il est prescrit qu'il faut même attendre 25 ans. D'accord. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui a pu être raconté par ces autrices. La question que je me pose souvent quand on parle de livres comme ça qui font polémique et qui
déversent pas mal de mensonges. Est-ce qu'en parler, c'est pas aussi leur faire de la pub? Est-ce que finalement, ce qu'a décidé la mairie de Paris, notamment en retirant les affiches, en demandant à ce que les affiches soient retirées, les affiches du livre, est-ce que finalement, ça leur a pas fait plus de pub qu'autre chose? Je sais pas. Je sais pas, et c'est toute une discussion, mais je crois qu'en l'état des choses aujourd'hui, on accorde facilement plus de crédit et on va voir les paroles de personnes méfiantes ou carrément opposées comme plus neutres qu'une parole trans, et que de fait, on n'a pas le luxe de ne pas s'opposer à une telle impunité de la parole transphobe et des initiatives transphobes. Le fait d'en parler, c'est à peu près la seule arme qu'on ait face à leur tournée médiatique dans le Figaro, sur Sud Radio. Aujourd'hui, la seule parole trans claire dans un média en réponse, je crois que c'est la mienne aujourd'hui ici. Donc l'analyse, la critique, la dénonciation, même si effectivement elle peut peut-être apporter de la lumière sur, elle est aujourd'hui l'une de nos seules armes et on en a besoin. Est-ce que tu peux nous éclairer justement sur ce que être militante trans aujourd'hui, sur ces questions-là? Qu'est-ce que ça veut dire, notamment que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour dire ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu peux le dire un peu partout? Ou comment ça se passe concrètement? Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, j'arrive à dire ce que je veux et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont devenus une telle plateforme, mais pas que pour la question des droits trans. C'est aussi devenu un outil particulier pour les militantismes, pour toutes les minorités. En revanche, ça implique de recevoir quasi quotidiennement, à partir d'un certain degré de visibilité, des menaces de mort. Moi, j'ai en tête, mot pour mot, par cœur, des messages de menaces qui expliquent vouloir envoyer des colis à mes parents avec mes membres, des menaces de viol, des parallèles avec le fait qu'il faudrait interner, gazer les personnes trans. C'est devenu quasi quotidien. À côté de ça, il y a le fait que, disons que si je voulais me réinsérer professionnellement dans un métier plus traditionnel, plus conventionnel, ça implique que dans les recherches qu'on va pouvoir faire en amont d'un entretien d'embauche, les avis des personnes qui vont avoir le choix de me donner un emploi vont compter. Parce que les avis sur les personnes trans font encore, vraiment, ont encore un poids incroyable sur nos quotidiens. Ça implique aussi que je perds des opportunités professionnelles. J'ai récemment été décommandée d'un festival et d'une formation par une entreprise privée parce que avoir une personne trans est considéré comme une prise de position trop ferme face justement à des retours critiques qui pourraient mettre en péril ou donner une mauvaise image à des entreprises, à des festivals, à des médias. Donc, ça a des conséquences concrètes sur nos quotidiens, mais de toute façon, être trans implique de faire face à de la transphobie et ça implique de fragiliser nos santé mentales. La communauté trans a l'un des taux de suicide les plus élevés et c'est pas parce qu'on est fragile, parce qu'on est trans, c'est parce que les conséquences de la stigmatisation, du rejet nous fragilisent. Donc, c'est en fait l'extension exacerbée de ce qu'on vit parce qu'on est trans, de militer. Et justement, quand on parle de militer, comment les personnes trans, ça se passe pour elles dans les groupes militants de gauche, LGBT? Est-ce qu'il y a une certaine exclusion parfois? Comment ça se passe? Ça arrive. Il y a des associations, des collectifs spécifiques pour les droits des personnes trans. Je pense à Acceptez Transgenre, à Outrance. Il y a aussi un média qui a été fondé qui parle de genre d'un point de vue trans et qui défend les droits des personnes trans, XY Média. C'est des associations qui sont largement invisibles alors que leur action aujourd'hui est véritablement une bouée de survie. À côté de ça, dans les collectifs LGBT plus génériques, plus généraux, il y a encore souvent une vraie minorisation des voix trans et des initiatives pour les personnes trans. Même dans les grands centres LGBT dans chaque région, c'est quelque chose qui est très récent, le fait d'avoir des groupes de parole spécifiques pour les personnes trans, d'avoir des réponses concrètes aussi à offrir sur des personnes trans qui se réfèrent à ces centres parce que ça reste des autorités dans nos communautés. Donc c'est effectivement, il y a un train de retard. Si on parle de la normalisation
relative des droits des personnes LGB. On est encore, nous, quelques années en arrière et c'est un travail en cours. Alors, dans les associations féministes, les associations de gauche, il n'est pas rare qu'il y ait une vraie volonté d'exclure les personnes trans. Encore une fois, parce que c'est une question qui fait débat. Ça ne devrait pas, mais c'est la réalité. Et puis parce qu'on considère que les droits des personnes trans, c'est une question de confort ou c'est une question de choix personnel, pas de vérité systémique. Et que de fait, on va d'abord mettre les questions de classe ou les questions de droits pour les femmes cisgenres en avant et que quand ça sera réglé, on reviendra vers nous. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce même flou au niveau de ce qui est la transphobie, c'est-à-dire que la transphobie est un délit? Absolument. Il y a des gens qui ont des propos transphobes, qui ne sont jamais inquiétés. Est-ce que c'est lié à tout ça? Oui, on a aujourd'hui une classification légale de la discrimination à l'identité de genre supposée ou avérée, qui est un délit, qui encourt des peines de prison et des amendes. Néanmoins, ce qui entre dans cette discrimination est le fait d'utiliser le terme de transphobie est encore largement flou, c'est très gris. Ce qui fait que quand il y a des cas concrets, je pense notamment il y a quelques années en arrière, une agression d'une jeune femme trans à Bordeaux qui, en sortant de boîte de nuit pour son anniversaire, avait été agressée et jetée du haut d'un parapet, un parking en hauteur, et qui avait fait une chute de 3 mètres. Il y avait eu de mémoire, l'acte transphobe n'avait pas été vraiment avéré dans les tribunaux. En revanche, l'attaque physique, oui. Mais comme cette jeune femme trans qui était agressée par 4 hommes en raison de son identité de genre s'était défendue, elle avait frappé un des hommes avec son talon, elle aussi avait été condamnée. D'accord. Donc, ce qui est transphobe et la réalité même de la violence de ce qu'est la transphobie est largement débattue. C'est encore une fois une question de sensibilité personnelle, de mal prendre une blague, de mal prendre le fait qu'il y a encore peu d'informations. On ne voit pas en fait qu'il y a une discrimination à l'embauche, qu'il y a un écart salarial plus grand d'après Forbes entre une personne cisgenre et une personne trans. On ne voit pas qu'il y a des violences dans le milieu médical. Il y a encore une difficulté à l'appréhender comme une réalité sociologique. Et je pense qu'il est nécessaire que, à la fois la définition, tant qu'on accepte un système carcéral, la définition de ces violences et les peines qui sont encourues doivent être définies avec la prise en compte d'une réalité objective. Et tu fais un vrai travail sur les réseaux sociaux, un vrai travail de sensibilisation pour être allé sur ton compte, donc Aggressively Trans, donc il y a plus de 100 000 abonnés, j'ai appris plein de choses, c'est éducatif, il y a de l'humour, et j'avais envie de montrer justement, tu parlais de l'écart salarial, et un petit extrait de la vidéo concernant ce fait lors du 8 mars, oui. Qui parle de ça, donc j'invite notre téléspectateur à regarder cet extrait. Trans women are women. Ce slogan, c'est souvent l'étendard de la sororité des femmes cis aux femmes trans. On le lit, on l'entend, et tout particulièrement en cette journée internationale pour la lutte des droits des femmes. Les femmes trans sont des femmes, oui, et les chiffres le montrent d'ailleurs. Soyons clairs, ici je ne dis pas que les femmes trans et les femmes cis sont absolument identiques. Les identités des femmes, le féminisme n'est pas un monolithe. Et on peut distinguer 3 dynamiques différentes. Nous, femmes trans, vivons des violences qui sont spécifiquement liées à la transidentité. Il y a les violences que nous subissons liées à notre féminité et qui se superposent à l'identique. Et enfin celles liées à notre féminité qui ont les mêmes conséquences que les violences touchant les femmes cis, mais des origines et des justifications différentes. Ce millefeuille de violences qui nous touche, c'est la transmisogynie. Mais concrètement, dans les faits, ça donne quoi? Économiquement, l'accès au monde du travail dit traditionnel est encore largement bloqué. Au Royaume-Uni, une étude menée auprès de propriétaires de petites et moyennes entreprises, 33% d'entre elles refusent d'embaucher une personne trans. Les taux de discrimination à l'embauche pour les femmes cisgenres est relativement similaire, il est un peu plus bas, mais il englobe une même fourchette et surtout il se justifie par les mêmes biais de manque de confiance dans l'expertise des femmes. Outre l'accès à l'emploi, l'écart salarial est aussi plus important que celui entre femmes et hommes cis. J'invite vraiment les gens qui veulent être sensibilisés sur la question à aller sur ton compte, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ce besoin-là de sensibiliser les gens, de les éduquer. Beaucoup de gens sont pleins de questions, plein de fantasmes, plein de théories, alors que justement sur ce compte, tu les désamorces les unes après les autres, on apprend effectivement beaucoup de choses. D'où est venue cette idée de créer ce compte-là? Pourquoi avoir voulu créer ce compte Instagram?
Alors, à la base, le compte, il a 5 ans maintenant. Il était très, très différent au début. Je l'ai créé quand j'étais encore étudiante et à un moment où, dans ma spécialité, où je pensais être reçue avec une relative bienveillance, en fait, dans les groupes de travail sur WhatsApp, dans l'administration, il y a encore de la transphobie. Et je ne pensais pas la subir. Et en fait, ce choc initial m'a fait dire qu'il fallait que je montre ce qu'on peut recevoir. À côté de ça, il y a aussi, quand on est trans sur les réseaux sociaux, il y a les messages, les insultes. Et le premier compte, disons, c'est un compte qui montre des messages de transphobie que je reçois moi, qui, en réaction, fait que d'autres personnes trans viennent me contacter en me disant « je vis exactement la même chose, c'est les mêmes mots, c'est dans les mêmes espaces ». Et cette conscience, parce qu'en début de transition, on se sent souvent très isolé, très seul, très perdu, cette prise de conscience qu'en fait, à l'échelle d'une communauté, on vit ces réalités, m'a fait donner envie d'utiliser ce qui est ma formation à moi en sciences humaines, mes outils de recherche sur ces questions, et de les vulgariser et de les partager. Au début, c'était vraiment d'un point de vue de la colère. Et petit à petit, en fait, voir que les gens, je pense que la majorité des personnes aujourd'hui sont curieuses, mais ont une curiosité neutre, veulent juste apprendre, veulent juste comprendre. Je pense que ce qu'on voit avec Transmania, ce qu'on voit avec l'initiative au Sénat, je pense que c'est quand même une violence marginale face à ce qui est majoritairement un manque d'informations qui soit calme, qui soit posée, qui soit concrète, qui permettent un dialogue. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu essayer de faire. Non, mais c'est très bien fait. Et je dis, il y a de l'humour, notamment, j'invite tout le monde à regarder le SAV des transidentités. C'est très drôle et c'est voilà, dans la lignée de ce que t'es le SAV des émissions. Donc, je vous invite vraiment à voir ça. Pour terminer, en fait, j'aurais parlé d'un rassemblement contre l'offensive anti-trans. Il aura lieu le 5 mai. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Il est organisé donc ce 5 mai. On se donne rendez-vous à 14h, place de la République. C'est un rassemblement qui est à l'initiative. On est plusieurs. Il y a des personnalités militantes, dont moi, Morgane Noam, qui fait partie qui est dans la vidéo du SAV, et des collectifs, notamment Queer Education et Du Pain et des Roses. On partage aujourd'hui, ce soir à 18h, le texte de rassemblement et la liste des signataires. On a près de 300 signataires avec des partis politiques, la France Insoumise, le Nouveau Parti Anticapitaliste, Europe Écologie Les Verts. On a des personnalités qui nous ont rejoints. C'est déjà dans le fait d'avoir autant de signataires et des signataires si proéminents, c'est quelque chose qui est assez neuf pour une manifestation, un rassemblement pour les droits des personnes trans. Donc, on a bon espoir que ça permette en même temps de visibiliser une opposition qui est encore trop peu visible dans les médias mainstream. On espère aussi pouvoir justement encourager des personnes non concernées mais qui voient ce qui se passe et qui sont contre, d'oser en parler, les partis politiques à encore plus s'engager et à manifester quelle sera leur position quand ces projets de loi seront votés. Voilà, on espère aussi que conjointement, ce 5 et dans le reste du mois de mai, il y a d'autres villes qui organisent des rassemblements. C'est vraiment quelque chose à l'échelle nationale, ce qui est aussi inédit. On essaye aussi de créer une dynamique militante trans qui soit nationale, qui soit dynamique, qui soit qui reste encore à construire. Voilà, on espère que ça marchera. En tout cas, on vous donne rendez-vous dimanche. Très bien. Je te remercie, Lexi. Je rappelle que tu es créatrice du compte Instagram Agresse Lively Trans et autrice du livre Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir regardés. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. C'est la garantie de notre indépendance. Alors, si vous aimez nos programmes et que vous voulez que le média puisse se développer, renforcer ses équipes et sa grille de programmes, offrez-vous, à partir de 5 € par mois, un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision.